Bonjour, bienvenue à notre formation. Je me présente, je suis Annie Drapeau. Je travaille pour le consortium, mais je suis chargée du programme d'éducation physique et bien-être. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter la littératie financière. Bonjour, je m'appelle Annie Savard, je suis professeure de didactique des mathématiques à l'Université McGill à Montréal. Depuis plusieurs années déjà, j'effectue de la recherche en éducation financière. Bienvenue. Prenons quelques minutes pour la reconnaissance territoriale. Nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8 des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Le consortium provincial s'engage à accompagner notre communauté dans ce processus. Alors, un aperçu des liens avec le curriculum. Évidemment, l'idée organisatrice, la prise de décision financière éclairée, contribuer au bien-être des personnes, des groupes et des communautés, c'est la grande question que nous allons voir dans cette unité-là, mais il y a autre chose. Alors, allons voir l'objectif d'apprentissage qui est les élèves examinent les facteurs qui influencent les dépenses. Alors, on va parler au niveau des habiletés et procédures, les compréhensions qui sont à voir, que les élèves vont déterminer avec les connaissances qu'ils auront acquis pour leur permettre de montrer les habiletés et procédures et la compréhension de l'objectif d'apprentissage. Donc, d'autres connaissances ici. Alors, si vous allez sur le programme d'études sur le site du New Learn Alberta, ces choses-là sont bien exprimées. Ils sont aussi dans le guide de l'enseignement. Et il y aura aussi d'autres parties que nous allons voir. Nous sommes aussi allés chercher des objectifs face à l'alimentation saine. Donc, l'objectif d'apprentissage à ce moment-là, ici, c'est les élèves examinent la nutrition et expliquent comment elle éclaire la prise de décision relative aux aliments. Donc, un autre objectif du programme d'études sociales, d'éducation physique et bien-être, nous allons vivre les études sociales. On est aussi allé chercher les relations saines parce qu'évidemment, on va vous parler tout à l'heure que c'est un travail d'équipe. Alors, les élèves réfléchissent à la résolution de problèmes et expliquent les liens avec des relations saines. On va parler des multiples points de vue. Donc, on va être capable de faire le débat entre le pour et le contre. Moi, je pense que oui, toi, tu penses que non. Ça fait partie encore du programme d'éducation physique et bien-être. Nous sommes allés chercher les objectifs de mathématiques. Alors, on va parler de l'échelle dans les représentations des graphiques et des données, qui est un objectif de 4e année. Nous sommes aussi allés chercher les objectifs de français, donc exprime le processus de production de texte pour produire et présenter des textes littéraires courants. On va s'exercer à dresser des listes selon des sources, les moyens d'utiliser l'information en respectant les droits d'auteur. Donc, on parle de recherche Internet. Et ici, il y aura une communication orale ou surtout une activité d'écoute à la fin et les objectifs qui sont du programme de français. Alors, dans cette unité, à l'aide de recherche, nous amènerons les élèves à faire des choix d'alimentation et des dépenses éclairées. Nous allons utiliser la recherche Internet, le travail de groupe, des sondages pour arriver à atteindre les objectifs dont nous avons parlé précédemment. Voici maintenant la mise en situation de l'activité que nous vous présentons. Ça débute tout d'abord avec une image à présenter aux élèves. Donc, on va d'abord explorer avec les élèves cette image. Nous allons poser des questions du genre: que voyez-vous sur cette affiche? Donc, les élèves ici vont commenter et vont répondre en fonction de ce qu'ils voient. Des fruits, des légumes, des gens qui achètent des choses. On va toujours pousser le questionnement pour s'assurer de la bonne compréhension de tous les élèves en posant cette question. Quelle est l'activité représentée sur cette affiche?
Bien, ici, les élèves vont commenter en disant, bon, ils font leur marché ou ils font l'épicerie. L'enseignant va poser cette question. Pourquoi faisons-nous cette activité? Et les élèves pourront répondre pour avoir de la nourriture et pour pouvoir se nourrir. Donc, une fois qu'on a bien cadré de quoi nous allions parler, nous allons annoncer aux élèves, nous allons étudier d'un peu plus près cette activité. Nous continuons le questionnement. Nous disons aux élèves, se nourrir est un besoin fondamental, mais le prix des aliments augmente. L'argent est une ressource limitée. Le dollar que je dépense, je ne peux le dépenser qu'une seule fois. Si j'achète avec mon dollar des oranges, je ne peux pas utiliser ce même dollar pour acheter de la viande. Ça va prendre d'autres dollars. Donc, c'est cette idée-là de ressources limitées qu'on met de l'avant avec les élèves. La question fondamentale est comment faire alors pour bien se nourrir et tenir compte des prix? Et c'est ici qu'on va proposer aux élèves de faire un travail de recherche en équipe. Nous allons effectuer des recherches en équipe. Chaque groupe aura sa propre question à traiter par sondage. Vous aurez à formuler des questions, collecter et représenter des données et à les interpréter. Vous devrez faire, entre autres, non seulement collecter des données avec des adultes, mais faire des recherches sur Internet. Et vous allez présenter vos résultats à toute la classe. Donc, c'est vraiment une grande enquête statistique autour de des questions qui tournent autour du acheter de la nourriture au supermarché ou au marché. Donc, après la mise en situation, l'enseignant demande aux élèves de se placer en équipe. Ici, ce sera à vous de voir le nombre d'élèves par équipe. Mais idéalement, on souhaiterait 6 équipes. L'enseignant remet à chacune des équipes une carte contenant la question investiguée. Et chaque équipe a une question différente à investiguer. Donc, une fois la question remise, les élèves construisent le sondage et collectent les données. Et encore là, si c'est la première fois qu'on fait un sondage, ben, il y aura aussi l'enseignement à faire comment on crée un sondage. Oui, il y a tout un accompagnement à faire pour effectuer le sondage et à formuler une question de recherche. Donc, l'enseignant doit aider à formuler des questions puis à identifier les répondants. Qui va répondre aux questions de recherche? Selon la nature de la question, il est peut-être plus approprié de demander à des adultes que des élèves de la classe. Donc, à la maison, à nos parents, notre famille, peut-être aux enseignants de l'école. Alors, choisir un temps aussi propice d'aller faire ce sondage-là. Effectivement. Donc, les élèves vont collecter les données et ensuite, ils vont devoir les traiter et les représenter dans la classe. Ce travail s'effectue dans la classe. Alors, on parle de le représenter sur à l'aide d'un diagramme à bande. Alors, encore là aussi, c'est des choses qu'on devra enseigner si c'est pas fait. Nous, on le voyait vraiment avec l'utilisation d'un fichier d'un tableur, donc qui permet aussi facilement d'aller créer des diagrammes à bande à partir des données. Tout à fait. Donc, une fois que les données sont mises en forme, bien sûr, on doit les interpréter. Et on invite les élèves à ce stade-ci à faire des recherches sur Internet pour bien identifier le phénomène. On donne un exemple. Si des répondants ont dit de payer par carte de crédit, les élèves doivent expliquer qu'est-ce qu'une carte de crédit, comment fonctionnent les cartes de crédit et pourquoi l'utiliser. Et les élèves doivent valider leurs sources. Donc, il y a des pratiques financières qui sont présentées à travers les questions, puis ce sera le travail des élèves, de les exposer, de les rendre explicites aux autres élèves de la classe. Alors, et pour ce faire, on se disait que probablement une présentation visuelle serait bien, puisque les élèves éventuellement auront besoin de faire des décisions et de prendre en note, et on verra dans les prochaines étapes, mais il y a une activité d'écoute qui va être importante. Donc, la recherche va être importante pour
faciliter les dernières activités. Tout à fait. Puisque chaque groupe a une question différente à traiter, la qualité d'écoute est importante suite aux présentations des autres. Ça fait partie de l'activité d'apprentissage ici. Yeah. Les questions sont différentes, même si elles se ressemblent, il y a quand même des façons de les diriger différemment. Par exemple, la première question de sondage est la question A. Quel moyen de paiement est le plus utilisé à l'épicerie? Donc, les élèves vont devoir questionner des adultes. Quel est votre moyen de paiement utilisé lorsque vous achetez à l'épicerie? Bien sûr qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Donc ici, ce sera aux élèves de déterminer comment est-ce qu'ils traitent. Est-ce que c'est le moyen le plus utilisé par la personne ou tous les moyens que la personne utilise? Puis, on leur demande à la fin de faire le pour et le contre entre deux différents moyens. Alors, quand ils auront fait le sondage, ils en trouveront plusieurs, qui s'arrêtent sur deux moyens, nous exprimer les avantages et les inconvénients de chacun. Tout à fait, afin de développer une pensée critique face à les façons de payer pour de l'épicerie. La question 2 ressemble un peu à la question A. Elle est la suivante. C'est la question suivante. Quel moyen de paiement est le plus utilisé pour payer ses commandes de restaurant à distance? On parle encore de nourriture, mais il y a quand même des petites différences. Parce que quand on parle de restaurant à distance, on parle peut-être plus de gâterie ou de... Skip the dishes. Oui, ou le fait que c'est peut-être un désir à combler pour différentes raisons de faire livrer de l'épicerie, et les raisons sont valables, mais elles se distinguent de l'achat à l'épicerie qui est plus de base. Et c'est peut-être possible que les choix préférés soient les mêmes. Et c'est le but, c'est en fait qu'on recherche des façons, mais dans différentes occasions d'utiliser ces mêmes modes de paiement. Et ça pourrait être différent. Alors, on leur demande encore de se concentrer sur deux moyens. Et de trouver des avantages et des inconvénients. La question C demande « Quel moyen de paiement est le plus utilisé pour payer ses achats chez Tim Hortons? » Donc ici, on est spécifique. On a ciblé un restaurant où est-ce que le coût est quand même assez bas, contrairement à peut-être la question B ou A, où est-ce qu'il y a des plus grands montants qui sont engagés. Et il y a toujours cette question de rechercher sur Internet les avantages et les inconvénients de deux moyens de paiement les plus utilisés. Et lorsque les élèves vont présenter, ça va être intéressant de voir parce que, comme Annie le soulignait, ils choisissent deux moyens. Donc, il y a certains moyens qui ne seront peut-être pas traités, d'autres qui vont être traités 2 ou 3 fois. Et là, ce sera intéressant de comparer l'apport des équipes parce que c'est contextualisé, ces avantages-là. C'est contextualisé selon un achat à l'épicerie de la nourriture de base ou dans des contextes où est-ce que on a toujours besoin de se nourrir, mais c'est peut-être un peu plus du côté des désirs. Alors, pour la question D, quel est le motif le plus utilisé pour choisir des aliments à l'épicerie? Alors ici, c'est un petit peu plus différent. On leur demande, et on va toucher plus à l'alimentation saine, d'aller choisir qu'est-ce qui les motive à acheter certaines choses contrairement à d'autres choses. Alors, encore là, ils vont avoir demandé les questions à des adultes, ils vont avoir des réponses, chercher les avantages et les inconvénients des motifs. Alors, est-ce que c'est parce que quelque chose est en spécial? Est-ce que c'est parce qu'il y en a plus? Alors, c'est la partie qu'on va aller chercher dans cette question-là. Oui, ici, c'est très intéressant parce que ça peut être selon le goût, ça peut être selon des choix santé, j'ai besoin de légumes, j'ai besoin de fruits, ou ça peut être vraiment des motifs plus économiques. Et tous ces avantages, ces inconvénients sont valides ici. On ne discute pas de la validité, mais on les questionne tout simplement. Exactement. Dans l'autre question, c'est quel est le motif le plus utilisé pour choisir un repas au restaurant sur place ou par livraison. Alors, si on décide de ne pas cuisiner, d'avoir un repas, est-ce qu'on va au restaurant, est-ce qu'on va sur place ou est-ce qu'on se fait livrer? Quels sont les motifs, les avantages, les inconvénients? Les 3 motifs ici, on va aller chercher plus loin, 3 motifs les plus utilisés. Oui, encore ici, on revient à la discussion du besoin de se nourrir
ou du désir. De quelle façon on comble ce besoin-là par certains désirs. Et c'est encore une fois, c'est pour réfléchir à ces pratiques financières. Ici, on ne porte pas de jugement sur aller au restaurant ou ne pas aller au restaurant ou la livraison. Ici, c'est vraiment de faire des choix éclairés. Pourquoi est-ce que je choisis d'y aller ou pas? OK? Et de connaître les raisons, sans plus. Et question F, qui est peut-être un petit peu plus poussée. Quels sont les moyens pour bien s'alimenter sans payer trop cher? Alors, évidemment, on va faire de la recherche sur l'Internet. On va avoir fait des sondages auprès des parents qui n'auront pas nécessairement les questions oui ou non ou le choix, mais vraiment plutôt des motifs. Alors, c'est vraiment, on va aller chercher, on va aller pousser un petit peu nos élèves à penser un petit peu plus loin. Alors, les avantages, les inconvénients des 3 motifs les plus utilisés et des 3 motifs les moins utilisés. Effectivement. Et cette question-là est très importante parce que le coût de la vie, hein, on le dit, augmente, le prix des aliments augmente. Donc, on voudrait que les élèves explorent des moyens de se nourrir à moindre coût. Ça peut être de cuisiner à la maison, ça peut être d'acheter des grandes quantités. De se nourrir et de bien se nourrir. Effectivement. Parce qu'on travaille aussi une alimentation saine, donc de faire des bons choix d'alimentation, mais de façon économe. Oui. Donc, vous voyez ici que ces questions-là sont quand même assez complexes. Elles traitent de phénomènes, hein, de pratiques sociales que vos élèves vivent dans le quotidien, mais que c'est pour apporter un regard plus critique en apportant des connaissances liées à la mathématique, mais liées aussi à l'éducation financière et à la saine alimentation. Donc, c'est une activité, somme toute, très complexe et qui a beaucoup d'occasions d'apprendre, qui offre beaucoup d'occasions d'apprendre. Eh oui. Voilà. Alors, comme consolidation et évaluation dans le guide de l'enseignement, vous trouverez des liens à 2 documents. Un qui a trait aux résultats de la recherche que les élèves ont fait, de leur présentation, qui est donc une activité d'écoute, qui est avantages et désavantages des différents modes de paiement. Donc, pendant que les élèves écoutent les autres, ils sont invités à prendre des notes sur ce qu'ils apprennent, autant du point de vue de l'avantage que des désavantages. Et on les invite également à écrire certaines définitions s'ils en ont besoin. Par exemple, une carte de débit versus une carte de crédit. Chez certains élèves, ça porte à confusion. C'est une carte et ils n'en ont pas toujours. Donc, ou même un chèque, parce que, bon, on en parle, mais est-ce que plusieurs de nos élèves savent qu'est-ce que c'est que d'écrire un chèque? Voilà. Comme autre activité que nous avons, c'est de faire un choix de quel article achèterais-tu et pourquoi. Alors, on a, dans ce tableau-là, on cherche pas vraiment à faire vraiment de la mathématique. Par contre, si vous voulez en faire de l'évaluation mathématique avec ça, ben, à vous d'élaborer là-dessus. Mais il y a une possibilité. Nous, ce qu'on veut, c'est de leur voir s'ils ont pris et sont capables de prendre conscience de pourquoi ils achèteraient. Puis, il y a pas de mauvaise réponse. Non, ben en fait, ici, là, on veut évaluer justement leur participation, leur connaissance, leur compréhension, parce que, comme tu le disais, on propose d'acheter des aliments de différentes quantités. Donc, un élève pourrait très bien dire, ben moi, acheter une grande quantité qui coûte moins cher, ben je l'achèterai pas parce que finalement, je vais en perdre. Donc, au total, c'est pas utile. Ou un autre élève peut dire, ben chez nous, on est 8 dans la maison, une grande quantité qui coûte moins cher, c'est toujours bienvenu parce qu'on va le manger. L'exemple avec les bananes. Par exemple. Il y a beaucoup de bananes, un gros sac de bananes, mais mûres. Est-ce que un élève va te dire, ben non, chez nous, on n'aime pas ça, les bananes mûres, et on n'en veut pas, puis on est juste 2, on veut pas beaucoup de bananes, ou maman cuisine ou mon père cuisine des pains aux bananes. Donc, c'est une belle occasion de cuisiner des pains aux bananes ou des muffins et d'utiliser cette quantité-là qui nous convient. Ou bien je les fais geler. Moi, je fais geler mes bananes trop mûres parce que je m'en sers quand je veux faire cuisiner. Donc, il y a toujours, c'est vraiment un questionnement. Puis ça va aller peut-être avec les habitudes des familles aussi. Puis développer des
prise de décision Oui, économique et alimentaire. Mm-hmm. Parce qu'ici, on veut traiter l'aspect économique qu'on peut mathématiser, mais l'aspect santé alimentaire également. Exactement. Mais il y a toujours la possibilité, chacun de ces questions-là ont une possibilité d'élaborer au niveau de la mathématique et de faire des équations mathématiques si vous envoyez le besoin. Tout à fait. Et ici, l'important, c'est de questionner le pourquoi. Pour quelle raison achèterais-tu ou n'achèterais-tu pas cet item? Et c'est tout là lors du développement de compétences que les élèves pourront utiliser dans leur vie ou questionner leurs parents sur leurs habitudes d'achat. Exactement. Et c'est là qu'on fait vraiment de l'éducation financière à la hauteur des besoins puis de la compréhension des élèves. Exactement. Et n'oubliez pas d'aller regarder la liste de ressources qu'on va mettre à la fin du document. Il y a quand même plusieurs ressources qui sont bonnes. Il y a plein de choses en ligne qu'on peut aller voir qui vont nous aider, qui vont vous aider à enseigner cette unité-là à vos élèves. Oui, et n'ayez pas peur d'aller explorer les ressources ou même de prendre des risques. On ne vous demande pas d'être des financiers aguerris pour enseigner l'éducation financière aux élèves. Nous ne nous attendons pas à ce que vous ayez toutes les réponses toutes faites, mais c'est correct de questionner les pratiques et de dire aux élèves que la réponse est complexe et il y a plusieurs paramètres qui expliquent des choix. Et c'est ce que nous voulions montrer dans cette activité pour que les élèves réalisent que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il y a des zones grises, il y a différentes façons de consommer et de s'alimenter et qu'il y a différentes raisons qui sont valides. Merci. Merci. Alors, dans la section notes à l'enseignant, on va vous référer au guide de l'enseignement qui est en lien. Et on vous donne des pistes d'exploration, des pistes pour aider vos élèves à les emmener vers un questionnement. Alors, lorsque on parle d'options de paiement, on va avoir des liens qui vont vous aider à aller là. On va vous donner des questions qui vont vous guider, qui vont vous aider à guider les élèves. Donc, la comparer les aliments entre deux différents formats, la qualité versus la quantité, les besoins versus les désirs, comme on nous avait parlé tout à l'heure. Donc, le prix des aliments, alors peut-être calculer le prix d'aliments par 100 grammes, dans les options de paiement, le menu, l'emplacement, lorsqu'on parle de restaurant, est-ce qu'on peut se déplacer, le prix des aliments, quel restaurant on va choisir selon les prix. Alors, à l'intérieur du guide de l'enseignement, il y a une section notes à l'enseignant qui va vous donner plus de pistes, des liens et aussi des liens qui seront en bas de page. Alors, parlant d'activités complexes, comme tu nous disais, je ne sais pas si vous remarquez, mais certaines des questions sont créées de façon à ce que nous permettent la différenciation. Il y a des questions qui sont plus simples, on peut diriger vers des groupes qui ont plus de difficultés, des questions plus complexes, hein, justement, comme on parlait, qui vont demander une pensée un peu plus avancée. Donc, vraiment, cette activité-là est créée dans le but de nous permettre de faire de la différenciation en salle de classe. Tout à fait. Et j'inviterai les enseignants à bien réfléchir comment distribuer les questions aux élèves parce que ça peut être fait de façon aléatoire selon leurs intérêts ou selon leurs forces ou leur capacité dans la classe. Ce sera à vous de déterminer quelle est la meilleure option pour vos élèves. OK, alors en conclusion, les notes à l'enseignant, si on avait ajouté des choses à comprendre, à voir, qu'est-ce qu'on peut supplémenter de ce qu'on a déjà là. Alors, à ce moment, avec nos élèves, on fait un sondage. Oui. Des pistes pour les aider, parce ils sont en groupe, on veut les aider à bien se diriger. On veut pas juste les laisser partir dans l'autre. Non. C'est vraiment notre initiation à la littératie financière, à des choses plus complexes en 4e année. Donc, on veut pas les laisser partir tout seuls. Tout à fait. Et c'est possible de décontextualiser. Donc, on a une situation
dans lesquels il y a une pratique financière. Et c'est possible de dire, bien écoutez, là maintenant, vous avez cette question-là, mais là, on va regarder comment on fait une enquête, comment un sondage, comment on pose des questions, comment on formule des questions, à qui on s'adresse. Et combien de personnes est-ce que j'ai besoin pour que mon sondage soit valide? Est-ce que 3 personnes, c'est suffisant? Donc, on peut convenir d'un nombre, peut-être entre 25 et 50 personnes ou peut-être plus, et de varier les personnes avec à qui on questionne pour avoir un échantillonnage un peu plus grand. Mais ça, c'est plus des éléments de mathématiques. Bien sûr, parce que cette activité, elle est multidisciplinaire. Donc, non seulement on développe des belles valeurs de bien-être du programme d'éducation financière, mais également, on travaille beaucoup la mathématique. Donc, un enseignant pourrait dire, ben écoute, moi, je vais prendre des notes sur la mathématique et ces notes-là, qui concernent le sondage en lui-même, bien, pourraient être portées au bulletin de l'élève parce que c'est l'activité mathématique en elle-même. Et pour ça, vous avez des grilles d'évaluation, vous avez des ressources qui vous ont données que vous pouvez utiliser. Yeah, j'en arrive on parle d'alimentation saine, donc à ce moment-là, c'est le bon temps d'aller revisiter le guide d'alimentation canadienne, de voir, pas porter un jugement sur ce que toi tu manges, ce que toi tu manges, l'autre mange. C'est simplement de dire, ben voilà, si on a des choix, si on doit aller au restaurant, si on doit faire de l'épicerie, quelles sont les bonnes choses à manger, qu'est-ce que tu achètes, est-ce que c'est bon, peut-être aider à influencer les habitudes alimentaires de notre population. Tout à fait. Et de dire justement que c'est correct parfois de manger des aliments un peu moins santé. Ah ben oui, mais si c'est la base... Vive le chocolat! Je partage. Donc, mais toujours est-il que ça ne doit pas être la base de l'alimentation. Donc, pour les enseignants, le guide alimentaire canadien est un outil intéressant qui peut être présenté aux élèves. Donc, nous, ce qu'on vous présente, là, c'est vraiment un canevas. Mais il est toujours possible pour vous de dire, écoutez, là, je vais prendre un 15-20 minutes avec mes élèves, puis je vais vraiment étudier. Faire cette leçon-là. Donc, c'est tout le jeu de je suis dans le contexte de la grande situation et je sors, je fais un petit pas de côté et là, je zoome sur certains éléments qui sont pertinents pour mon groupe d'élèves. Exactement. Puis aussi de comprendre où est-ce qu'ils sont rendus. Certains de nos peut-être que dans notre classe, c'est quelque chose qui est complètement acquis. Fait que le guide alimentaire, on peut le passer ou de comprendre les moyens de paiement. Je veux dire, on a toute une série justement sur les moyens de paiement. Il y a toute une série de vidéos qui ont été faites par plein de groupes. Alors, on en a qui viennent de la Belgique, de la France, mais toujours on parle de différents modes de paiement, qu'est-ce qui est mieux utilisé, qu'est-ce qui est pas utilisé, et les coûts associés à un peu tout ça, genre de paiement. Puis ça, c'est peut-être des choses aussi qu'on va peut-être prendre un peu plus de temps à vérifier dans certains cas. Mais n'oubliez pas, sur le guide de l'enseignant, il y aura toute une liste de choses qui peuvent être insérées dans ce canevas dont on parle pour élaborer la leçon, autant en mathématiques, autant en français, que dans la partie littératie financière, la partie des relations saines, la partie de l'alimentation saine. Donc, il y a quand même, on va chercher plusieurs objectifs, ce qui fait que ça rend moins lourd l'idée de compléter la littératie financière dans notre curriculum d'éducation physique et bien-être. Oui, et j'ajouterais, Annie, que j'inviterais les enseignants, les enseignantes à être conscients de leur biais envers l'argent. Parce que nous avons des biais qui sont implicites, qui sont cachés. Donc, ici, là, je parle beaucoup d'éviter de porter des jugements. Donc, payer son épicerie avec une carte de crédit. Il y a une époque, c'était mal vu parce que c'était seulement lié à l'endettement. Mais maintenant, depuis la pandémie, il y a beaucoup de commerces qui préfèrent les moyens de paiement électronique afin d'éviter la manipulation des billets. Donc, la culture change, les pratiques financières changent et la culture change. Donc, si moi, j'ai un billet à dire, ben là, payer son épicerie avec la carte de crédit, c'est lié à l'endettement, il y a plein de réponses possibles. Peut-être que quelqu'un peut dire, ben moi, c'est parce que ça me donne des points. Moi, c'est parce que ça m'évite de transporter de l'argent. Je vais le payer rapidement. Donc, ici, le but, c'est d'éviter de s'endetter et de se surendetter
s'endetter, mais ça ne conduit pas nécessairement à l'endettement d'utiliser une carte de crédit. Non, Mais c'est attention. de comprendre la bonne façon de l'utiliser. Oui, et on ne veut pas faire la promotion d'une carte de crédit, mais on peut comprendre. Tout ce que je vous dis, c'est de faire attention à nos billets qui sont là. Mhm. On ne veut pas favoriser la carte de crédit ou l'argent comptant, mais on veut que les élèves soient conscients, conscientes qu'il y a plusieurs façons de payer puis qu'il y a des implications à ces façons-là. Yeah. Nous, qu'on appelait avantages et désavantages, ce sont des implications. Exactement. Et en terminant, je vous dirais aussi qu'il y a toute une série de jeux qui ont attrait à l'argent, qui seraient bienvenus à mettre dans nos classes, qui seraient des bons jeux à utiliser lors de périodes libres, de journées de pluie ou de neige ou froide, comme on peut connaître ici, là. Alors, sur cette liste, regardez si vous les avez pas, c'est des jeux qui sont parfois disponibles dans les marchés aux puces. Oui. Et encore une fois, l'éducation financière, c'est aussi un prétexte pour parler avec la famille. Donc, soyez ouverts à discuter de la famille, rassurez les parents. Ici, on ne demande pas aux élèves combien les parents gagnent, quel est le revenu familial. On n'en est pas dans cette posture-là. Nous, on veut vraiment que les élèves soient en mesure de comprendre comment la société économique dans laquelle ils vivent fonctionne. Et s'ils n'aiment pas le fonctionnement, ça leur donne des codes, des clés pour proposer autre chose. Yeah. Puis je dirais, il y a quelque chose qui vient de me passer en disant, on parlait d'organiser une fête. Oui. Et on a parlé tout le long de la différenciation. Et je sais que dans nos écoles, on va sûrement avoir des élèves qui vont nous arriver en disant, nous, on ne fait pas de fête, on célèbre pas les fêtes. Qu'est-ce que vous célébrez? Est-ce que vous faites des dîners de famille? Voilà. Alors, planifier, au lieu de planifier une fête, planifier un dîner de famille. C'est libre un à vous. mariage. Ben, c'est ça. C'est peut-être gros pour les élèves, mais quand même. Comme on dit, le canevas est là. Servez-vous-en aux besoins et adaptez-le aux besoins de votre groupe. Voilà. Merci.